Bonjour et soyez les bienvenus pour ce live que nous organisons durant la semaine de la coopération agricole. Une semaine qui a pour objectif de mieux connaître le modèle des coopératives, comme par exemple Euralis. Une émission que j'ai le plaisir d'animer avec Sandrine Flojac. Bonjour Sandrine. Alors avant de vous présenter nos invités, je vous rappelle quelques éléments clés du principe des coopératives agricoles. C'est d'abord une entreprise qui est créée et gouvernée par des agriculteurs. Pour Euralis, c'était en 1936. Les coopérateurs en sont à la fois les propriétaires, mais aussi les fournisseurs en produits agricoles, animaux ou végétaux, collectés et transformés par leur coopérative. Ils sont également détenteurs de parts sociales de chaque coopérative. Les 6250 adhérents d'Euralis élisent chaque année leurs représentants au conseil d'administration. Et aujourd'hui, nous en aurons 3 qui seront présents avec nous. En tout, il y a 24 administrateurs agriculteurs qui décident des orientations stratégiques de la coopérative. Et tous les ans, le conseil d'administration rend compte dans son action en assemblée générale. Pour Euralis, c'est en février. Et pour dernier point, les décisions sont votées selon la règle un homme, une femme, une voix lors de l'Assemblée générale. Alors voilà pour ce petit rappel, on va dire, obligatoire. Pour bien comprendre, Sandrine, tu vas nous présenter un peu nos 3 invités qui sont avec nous aujourd'hui. Bonjour Olivier. Alors bonjour et merci à Mathieu Plouvier, Hélène Salfranc et Sébastien Dohat d'avoir répondu présent pour participer à l'émission. Alors, à tout seigneur, tout honneur, pourriez-vous vous présenter et nous partager les raisons pour lesquelles vous avez choisi un métier agricole? Comment concevez-vous votre métier? Hélène? Alors, moi, je suis née sur une ferme, en fait, où il y avait des brebis laitières. Quand j'étais petite, j'adorais aller avec mon père au milieu des brebis. J'aimais faire... il y avait une production de fromage juste pour la consommation familiale. Et j'aimais mettre les mains dans le chaudron avec mes grands-parents ou avec ma mère. Du coup, c'était une passion. Je crois que je me suis jamais vraiment vue faire autre chose. Voilà, donc ça fait 20 ans que je suis installée. Aujourd'hui, je travaille avec une associée qui est arrivée sur la ferme il y a 5 ans, mais elle est pas originaire du milieu agricole. Elle est arrivée salariée. Maintenant, depuis 2 ans, on est associés. Et on a un salarié qui nous a rejoint aussi sur la ferme il y a 1 an. Voilà. Donc au niveau des productions sur la ferme, on a un atelier de brebis laitières où on fait de la transformation fromagère. Et à côté, on a un petit atelier bovin viande qui est vraiment un atelier secondaire qui nous permet de valoriser de l'espace plutôt montagnard en fait, parce que la ferme est située dans les coteaux du Pays Basque. Donc bonjour, Mathieu Plouvier. Donc moi aussi un petit peu comme Hélène, j'ai grandi sur l'exploitation familiale de mes parents. Donc dans le Gers, plutôt orienté grande culture et viticulture en serment. Alors la partie viticulture, je l'ai mise de côté pour l'instant parce que par manque de temps. Donc j'ai fait un choix aussi. Donc depuis toujours, voilà, j'étais avec mon père et mes parents et ma mère aussi sur l'exploitation, à les aider dans les tracteurs, dans les champs. Donc ça m'a toujours passionné. Alors un petit moment, je me suis posé la question éventuellement de changer de voie. J'étais très orienté informatique un temps et puis finalement j'ai eu une barrière de la langue avec l'anglais qui était prépondérante sur la partie informatique. Donc, vu que je suis très doué en anglais, j'ai préféré rester agriculteur et qui me passionnait et qui me passionne toujours. Donc, orienté grande culture avec maïs principalement, mais aussi maïs semences, légumes avec maïs doux, haricots verts, petits pois, et quelques céréales d'hiver sur une exploitation irriguée à 80% dans ma zone. Voilà, donc toujours envie de faire ça, passionné parce que c'est un métier très varié, puisque certes on produit, mais on est obligé de s'adapter tous les ans à de nouvelles techniques éventuellement, au changement climatique, au climat qui varie des saisons, quoi. Et après aussi, on fait de la stratégie pour savoir comment on va développer notre exploitation avec éventuellement de nouvelles productions en lien avec la coopérative. Donc voilà, un métier passionnant. Sébastien? Oui, bonjour à toutes et à toutes. Sébastien Dohat, je suis administrateur depuis 3 ans au niveau du groupe Euralis. J'ai repris l'exploitation familiale en 1998, principalement activité viticole.
Donc j'ai axé toutes mes formations au niveau de la viticulture et de l'œnologie. Au départ, j'étais pas forcément voué pour rester. J'avais plutôt envie de partir, de bouger. Et bon, après, je suis resté plus par devoir, avec des liens familiaux différents. Je suis revenu chez moi donc pour aider ma maman. Ce que je regrette pas du tout maintenant aujourd'hui. Hein. Comme le disait Mathieu, on est quand même des indépendants, on est quand même libre de nos activités et en plus de nos fonctions, on arrive à s'impliquer encore en plus en dehors de nos exploitations. C'est l'exploitation aujourd'hui qui a un domaine viticole d'une 40aine d'hectares de vignes et ensuite nous avons un atelier d'élevage qui est du palmipède à foie gras. Ça fait à peu près un demi-siècle que nous faisons cette activité sur notre structure et j'ai rejoint au début plutôt une activité circuit court et vente de produits. Aujourd'hui, j'ai décidé quand je me suis installé de partir avec Euralis. Donc, ça fait 24 ans maintenant. Je n'avais pas forcément envie de faire de la transformation ou de la commercialisation. Je préférais m'orienter plutôt sur de la production avec une filière organisée. À l'époque, il y avait un grand mouvement sur l'activité palmipède, donc je l'ai rejoint. Aujourd'hui, je regrette pas et maintenant ma vie a un peu changé. Depuis 3 ans, j'ai d'abord intégré Euralis par rapport à la filière et après j'ai découvert le groupe. Ce sont des implications fortes que nous avons au fil de l'eau. Il n'y a pas de secret. Il faut pouvoir se déléguer chez nous parce que nous sommes fortement présents sur la coopérative. Donc on met en place un système de délégation, soit des associés, soit des salariés. Alors, Hélène, Mathieu, Sébastien, si je vais vous demander maintenant de qualifier votre engagement d'administrateur, quel adjectif vous utiliseriez ? Alors, en ce qui me concerne, la coopérative, pour moi, c'est le prolongement de nos exploitations. Donc, un des qualificatifs, c'est le prolongement, puisque en fait, on produit que ce soit des animaux ou de la matière végétale, et on le délègue à la coopérative qui après va le transformer, le mettre en marché, et ainsi de suite. Et pour nous, administrateurs, mon rôle en plus d'administrateur, c'est d'avoir une implication plus forte dans l'activité globale de la coopérative et donc de mon exploitation, puisque c'est le prolongement. Donc s'impliquer à la construction des offres de demain, de la stratégie que la coopérative va porter demain, et aussi d'avoir un échange sur le territoire et de représenter les agriculteurs qui sont proches de chez moi, et pour faire remonter aussi les attentes du terrain au sein de la coopérative, et inversement par rapport à ce que la coopérative souhaite développer ou par rapport à la connaissance que l'on peut avoir nous au sein de la coopérative, pour aussi expliquer sur le territoire pourquoi on a plutôt fait ce choix et pas ce choix, et ainsi de suite. Donc je trouve que c'est très intéressant d'aller dans les échanges et d'échanger tout le temps. Hélène ? Pour moi, il y a 2 notions fondamentales dans la coopérative, c'est l'équité et le partage. L'équité d'abord, tu l'as rappelé tout à l'heure, au moment du vote en assemblée générale, quelles que soient les parts sociales détenues par l'adhérent, chaque homme ou chaque femme a une voix. Donc il y a une notion d'équité vraiment dans la coopérative par rapport aux entreprises standards, disons. Au-delà de ça, il y a aussi une notion de partage. De partage parce que depuis la création des coopératives, c'est des agriculteurs qui mettent en commun des moyens pour créer des outils de transformation, de commercialisation, pour déléguer la commercialisation, pour embaucher des salariés qui vont s'occuper de ça pour eux. Et du coup, vraiment, cette notion de partage, elle est toujours vraie aujourd'hui. Elle touche aussi aujourd'hui le domaine du partage des connaissances, parce qu'on a besoin de tout le temps s'adapter au monde qui est autour de nous, de produire différemment, d'être plus attentif à notre environnement, etc. Du coup, la coopérative, c'est aussi le moyen de partager des connaissances pour produire mieux. Et du coup, ces 2 notions-là, d'équité et de partage, c'est des valeurs humaines qui me parlent en fait. Et c'est ça qui m'a donné envie de m'impliquer dans la coopération en général. Après, au niveau d'Euralis, finalement, moi, ce qui me relie à Euralis, c'est les circuits courts, parce que on commercialise une partie de nos fromages au niveau de la table des producteurs, dans les magasins Point Vert. Mais
quand je suis arrivée comme administratrice stagiaire, j'ai découvert l'ensemble du projet avec une partie des productions que je connais assez peu. En fait, je connais finalement assez peu la grande culture, voilà. Mais j'ai trouvé un projet fort, un projet innovant et un projet motivant. Et c'est l'ensemble du projet finalement, avec la diversité des propositions faites par Euralis, qui peut faire du circuit court en local, qui peut faire de l'international, l'agroalimentaire, des grandes cultures. Et l'ensemble de ces projets en fait qui m'ont donné envie de m'impliquer au sein de cette coopérative. Sébastien, donc équité, partage, implication. Pareil, même question. Quels seraient les objectifs que tu utiliserais pour résumer ton engagement? Toutes ces notions qu'ont dit mes collègues et que je partage également. Moi, au début, je suis d'abord arrivé par pure curiosité. Et j'ai pas honte de le dire. J'avais envie, je pense, de quitter un petit peu mon exploitation, d'aller voir un petit peu ce qui se passe après la ferme. Il c'est vrai que nous, dans l'activité Palmipède, aujourd'hui, c'est une activité que je chapeaute au niveau du groupe. Il se trouve que nous contrôlons tous les maillons. Et je voulais savoir un petit peu ce qui se passe après, comment on commercialise, comment on transforme, tout ce qui est l'aspect client. Donc j'ai intégré, comme je disais, d'abord la filière. Là, j'ai appris le partage, j'ai appris la tolérance. Et j'ai appris surtout à travailler en synergie avec les collaborateurs. Et je me suis rendu compte que les coopératives aujourd'hui, tout le monde est impliqué. Les adhérents, forcément en tant qu'élus, mais surtout aussi nos collaborateurs et collaboratrices. Voilà. On travaille tous ensemble pour amener de la valeur et la redistribuer. Donc c'est surtout ça qui m'a plu. Je me suis senti un peu comme un poisson dans l'eau, finalement, chez moi. Et après, j'ai voulu continuer à m'impliquer. Et bon, aujourd'hui, maintenant, j'ai rejoint le bureau récemment. Comme je disais, c'est une autre vie aujourd'hui que je perçois. Mais une chance, et pour moi, je me sens chanceux parce que j'accède à de la connaissance tout le long du processus. Et puis, nous avons aussi nos collègues administrateurs qui sont aguerris, certains, qui nous aident à amener aussi, à monter le niveau de connaissances et de compétences. Donc, j'apprends des choses et je me dis qu'on donne beaucoup à la coopérative, mais la coopérative vous le rend aussi. Ça, c'est très important également. Et bien sûr, évidemment, le but, c'est aussi d'aller amener de l'information au niveau de nos adhérents, parce qu'eux qui sont plutôt moins imprégnés que nous, qui sont plutôt à la tête de le guidon dans leurs travaux. Et nous, il faut qu'on leur explique comment ça fonctionne, comment, après qu'ils aient commercialisé leurs produits bruts, tout ce qu'on met en place, tout ce qu'on met en marche aujourd'hui pour le valoriser au mieux. Alors merci. Je vais vous rappeler la mission d'Euralis. Alors vous la connaissez tous. Euralis se veut défenseur d'une agriculture nourricière, plurielle et durable, et qui réponde aux enjeux sociétaux et environnementaux, tout en assurant une rentabilité économique pour les agriculteurs et pour les activités d'Euralis. Alors cette mission, elle est très importante, d'autant plus dans le contexte climatique et géopolitique que nous connaissons. Comment arrive-t-on à concilier tout cela, Mathieu ? Alors, si on fait un brin d'histoire pour rappeler pourquoi on en est là aussi, ces changements et comment on arrive à concilier tout ça. Autrefois, sorti de la guerre, on nous a demandé au monde agricole de produire. On produisait, on s'en fichait entre guillemets de savoir si on produisait pour un marché en face. Les champs crachaient des tonnes entre guillemets. Et sauf qu'au bout d'un moment, ce système ne peut plus marcher, puisque s'il y a trop d'offres et pas assez de demandes, les prix s'effondrent et ça marche plus. On n'a plus d'équilibre. Et on le voit encore plus actuellement où un pays rentre en guerre, ça met le bazar partout. Donc en fait, l'idée de concilier l'offre et la demande avec les enjeux sociétaux et environnementaux, c'est de faire certes de la quantité pour répondre à l'enjeu du marché final, mais aussi de la qualité, parce que maintenant le consommateur et le citoyen français et même mondial nous demandent de la qualité. Donc de là, on doit répondre, nous, avec la coopérative Euralis, à répondre à nos clients finaux et à répondre à leur cahier des charges. Donc on a des critères à mettre en place sur nos exploitations, enfin que Euralis propulse par le conseil sur nos adhérents pour que ça se mette en place et qu'on réponde à ces cahiers des charges et avoir accès au marché. Hélène, est-ce que cet enjeu t'es familier, toi qui œuvres dans les filières que l'on qualifie de courtes ? Oui, complètement. En fait, dans les filières courtes, on a exactement les mêmes préoccupations que dans les filières longues.
C'est peut-être aussi l'occasion là de définir exactement ce que c'est une filière courte. Alors, sur un producteur, en fait, en général, va produire des matières premières qui vont ensuite être transformées par l'industrie, puis elles vont être distribuées par un grossiste. Finalement, ça va arriver chez un détaillant et finalement, ça arrive au consommateur. Ça, c'est une filière classique et longue. À côté de ça, on a des producteurs qui choisissent de transformer leur matière première chez eux et de le commercialiser ensuite. C'est notre cas. Nous, on a le lait, on le transforme et après on doit commercialiser. Pour cette commercialisation, on a deux solutions qui s'offrent à nous. Soit on vend directement au consommateur, ça s'appelle la vente directe. Et dans ce cas-là, soit on va à la ferme, soit on va sur les marchés. Soit sinon, on peut travailler aussi en circuit court. C'est un peu la voie du milieu en fait, où finalement on a seulement un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Alors, chez Euralis, les circuits courts se sont développés depuis 10 ans par l'intermédiaire de la table des producteurs, donc des rayons de produits alimentaires qu'on retrouve dans les magasins Point Vert. Nous, personnellement, sur notre ferme, on a fait le choix d'aller prioritairement sur les circuits courts parce que ça nous permet à la fois d'avoir un peu plus de marge que sur un circuit long parce qu'il y a moins d'intermédiaires et donc moins de répartition, et en même temps ça nous prend moins de temps que d'aller au marché. Du coup, c'est quelque chose qui nous convient complètement. En même temps, quand on va comme ça au contact du consommateur en circuit court, on se rend compte que le consommateur a des préoccupations en matière de qualité environnementale, qu'est-ce que mangent les animaux, etc. Donc du coup, pour répondre à ces enjeux-là, on leur parle des signes de qualité qui sont mis en place dans les différentes filières. Il y en a dans les filières longues, il y en a dans les filières courtes. Souvent, on se rend compte que les consommateurs ne connaissent pas bien les signes de qualité, mais c'est l'occasion de leur expliquer quels sont les signes de qualité, quels sont les critères, par exemple d'un zéro pesticide, d'un zéro résidu de pesticides, de HVE, d'un label rouge. Voilà, donc on a c'est l'occasion d'expliquer ces cahiers des charges. Et en fait, pour moi, finalement, même si les consommateurs ne connaissent pas bien ces cahiers des charges, ce qui est important là-dedans, c'est que ces cahiers des charges, en fait, sont vérifiés par des organismes certificateurs indépendants. Et donc, du coup, ça donne de la valeur à ce qu'on avance, à ce qu'on dit. Quand on dit, en fait, on fait de l'agriculture où on fait attention à l'environnement, qu'on a un HVE, on peut le prouver. Et en même temps... Justement, on va c'est peut-être compléter. Parce que là, tu es en train de parler d'HVE, d'agriculture régénératrice, de zéro résidu de pesticides. C'est des termes. Alors, vous êtes habitués, peut-être les personnes qui nous écoutent un peu moins. Mathieu, est-ce que tu peux nous expliquer justement ce que sont tous ces labels ou ces concepts ? Alors, pour ce qui est du HVE, donc ça veut dire haute valeur environnementale, et c'est un label, franco-français, qui a pour objectif en fait de noter nos exploitations agricoles, si on le souhaite d'ailleurs. C'est une démarche volontaire, il n'y a rien d'obligatoire, et ça donne un accès au marché. Principalement, ce qu'on voit en France, c'est surtout les exploitations viticoles qui ont fait la démarche HVE. Il y a aussi les grandes cultures qui le font, et c'est l'objectif du HVE, c'est de préserver la biodiversité. En fait, on regarde la préservation de la biodiversité, les stratégies de produits phytosanitaires qu'on utilise sur l'exploitation, la gestion de la fertilisation et de l'irrigation aussi. Donc de là, on a tous ces critères qui rentrent dans une moulinette, j'ai envie de dire, et qui nous donnent un nombre de points, et on est certifié HVE ou pas. Bon, la plupart du temps, quand on fait la démarche, on a fait ce qu'il fallait pour être certifié. Et donc, ça nous donne un accès au marché et une lisibilité comme quoi l'exploitation est plus responsable vis-à-vis de l'environnement, quoi.
Après, il y a le zéro résidu dont parlait Hélène. Zéro résidu de pesticides pour être complet. On le voit surtout en légumes. Nous, on s'en sert surtout avec nos partenaires légumes, que ce soit Géant Vert et Bonduel, où ils affichent sur les boîtes, vous avez pu le voir notamment sur les maïs doux, zéro résidu de pesticides, ce qui signifie que de par nos pratiques, nos conseils qui sont faits au champ par les conseillers d'exploitation, ils analysent les boîtes, enfin les maïs récoltés au champ, les maïs doux entre autres, et il n'y a pas de résidu de pesticides dans la matière finale, donc le consommateur ne mangera pas de pesticides. Simplement préciser ce qu'est un résidu. Alors un résidu, c'est quand on traite un champ, déjà on le traite quand c'est nécessaire et pas à outrance, et en fait on fait en sorte de calibrer la dose comme il faut, et que une fois le produit arrivé dans l'assiette du consommateur, il n'y ait plus de traces de ce produit phyto dans l'assiette. Donc en fait il n'y a plus de matière active chimique dans le maïs, par exemple. Et donc toi, tu es producteur de légumes. Concrètement, sur ton exploitation, qu'est-ce qui a changé par rapport à toutes ces démarches ? Alors en fait, quand on rentre dans ces productions-là, qui sont en fait des produits de légumes, donc qui vont directement vers le consommateur, en fait, il y a très peu de transformation entre le champ et l'assiette du consommateur. En fait, on est accompagné tout au long de la saison par des techniciens qui contrôlent au champ avec des prises d'échantillons, ils regardent la météo forcément, il y a des outils d'aide à la décision qui nous permettent de leur dire et de nous conseiller du coup s'il faut qu'on traite contre telle ou telle maladie ou tel insecte si besoin, et en fait on calibre les doses et les traitements en fonction de toutes ces analyses. Donc on est accompagné plus fortement, j'ai envie de dire, qu'en maïs conventionnel, en grain qu'on va donner au bétail derrière, quoi, par exemple. Sébastien, le consommateur, toi tu es éleveur et engraisseur de canards, le consommateur a aussi un rôle important à jouer, et là encore, si on lui parle comment ? On lui parle avec des labels, IGP, label rouge, comment on essaie de, quelque part, de rassurer aussi le consommateur qui veut savoir ce qu'il mange et d'où ça vient ? C'est un travail de tous les jours. Oui, effectivement, les labels, nous les avons, comme pour le végétaux, IGP sur la partie sud-ouest au niveau palmipède, label rouge également, avec des cahiers des charges bien définis. Origine France, c'est plutôt de l'activité palmipède sur la partie Pays de Loire, qui est plutôt destinée à de la restauration. Globalement, aujourd'hui, le mot réassurance, c'est le mot qu'on essaie à tout prix à nos équipes commerciales, mais bien sûr marketing, qu'on amène pour, en fait, la problématique du monde urbain aujourd'hui, la société civile, c'est les a priori que peut avoir aujourd'hui nos consommateurs sur les produits que nous faisons. Donc on doit réassurer. C'est-à-dire que, notamment par le biais d'informations, par le biais de films, de vidéos, et de plus en plus, on prend les services de nos adhérents, du moins ceux qui veulent bien venir avec nous présenter leur métier. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est le plus naturel aujourd'hui, et qu'en général, quand on fait ce genre d'échange, ça se passe toujours très très bien. Ce sont des échanges conviviaux, et on se rend compte du fossé qui s'est créé depuis des décennies sur les méthodes de travail de nos agriculteurs. Aujourd'hui, nous avons des consommateurs qui sont persuadés qu'on pourrait encore travailler sur des ateliers que pouvaient avoir nos parents ou nos grands-parents. Mais ils s'imaginent pas que pour ravitailler des linéaires aujourd'hui, il faut des structures quand même qui soient économiquement viables, autant pour nos structures amont, nos agriculteurs, mais aussi pour l'aval, pour nos industries et nos sites industriels que nous avons, qui sont calibrés pour un certain volume. Voilà. Je me dis, aujourd'hui, on parle d'IGP, label rouge, on peut rajouter le bien-être animal. Je pense que demain, il y aura certainement, à mon avis, un macaron ou une étiquette sur des produits animaliers, notamment carnés, sur comment on respecte le bien-être animal. On parle aussi de Nutri-Score. Je sais que notre marque Stalaven est confrontée à cela également. Et peut-être demain qu'on aura aussi peut-être l'empreinte carbone. Et ça devrait arriver aussi, un de plus. Voilà. Donc on est habitué à ce genre de challenge. Mais il faut surtout amener l'amont. Voilà, et l'expliquer à l'agriculteur pourquoi on met en avant tous ces logos, tous ces symboles pour toujours pareil, commercialiser et gagner de la valeur sur le produit. Et ça, c'est compliqué, ce travail-là ?
c'est de la pédagogie de tous les jours, mais l'agriculteur le comprend. Nous, ce qu'on challenge notre direction aujourd'hui, c'est sur l'agilité. Pourquoi on est partout? Parce qu'il faut être partout aujourd'hui. Et quand vous voyez les inversions comme aujourd'hui avec les risques géopolitiques, le pouvoir d'achat aujourd'hui, il se peut qu'il y ait des inversions, une érosion d'actes d'achat sur une référence. Donc c'est pour ça qu'il faut être présent partout aujourd'hui, pas forcément faire que des produits à haute référence. Il faut savoir faire aussi de l'alimentation. Euralis, c'est une coopérative qui se veut nourricière, donc elle doit nourrir la population. Et si vous ne répondez pas à tous ces marchés, à toutes ces attentes, à tous ces enjeux, quelles peuvent être les conséquences à la fois pour vos activités et pour Euralis? Alors, comme je le disais, si on ne répond pas à cette agilité ou cette demande de consommateurs, on peut carrément avoir des calibrages à faire sur notre amont, c'est-à-dire des pertes de revenus, et mettre à mal des fois aussi les exploitations. Donc on doit toujours trouver une riposte, on va dire. Et la demande du client aujourd'hui, elle peut être très volatile. On peut avoir des clients qui vont nous demander de la haute qualité et du jour au lendemain nous demander un produit plus basique. Mais on doit être, nous, force proposition et être agile pour proposer à peu près tout ce qui peut se vendre aujourd'hui sur la partie agroalimentaire, notamment palmipèdes et les produits cuisinés comme Stalavène. Ouais, je pense que l'agilité est difficile à trouver parfois. Parce que finalement, on est confronté à un besoin de production suffisant pour que nos adhérents aient un revenu. Et dans le même temps, on a des attentes sociétales fortes, de plus en plus fortes, des consommateurs qui sont très regardants. Sébastien le disait tout à l'heure, qui connaissent aussi très peu le monde agricole, donc il faut beaucoup expliquer. En même temps, on a aussi, je pense, notre propre conscience professionnelle où voilà, on est tous conscients d'un risque de changement climatique majeur. Voilà, on parle de décarbonation souvent. Ça implique ou ça impliquera forcément un changement de pratique et en même temps, on a ce besoin de garder des revenus. Et du coup, parfois, le revenu et des pratiques plus vertueuses sont antagonistes. Et trouver le juste équilibre entre les deux, parfois c'est compliqué. Mathieu, concernant la gestion de l'eau, qu'est-ce qui a concrètement changé dans les pratiques agricoles pour préserver cette ressource essentielle ? Alors sur la gestion de l'eau, comme je disais tout à l'heure dans ma présentation, j'ai une exploitation à 70-80% irriguée. Je me suis installé à peu près en 2002 et il y a une évolution sur l'irrigation importante en fait. Avant, en caricaturant un petit peu, on ouvrait les vannes l'été, on arrosait et on se souciait pas trop de ce qui passait dans la Dour, puisque moi je suis sur la partie Adour. Et depuis une dizaine d'années, je pense qu'il y a une prise de conscience du monde agricole de la ressource en eau et qu'elle est limitée et qu'elle peut être limitante du coup pour nos productions. Du coup, on a mis en place sur d'autres activités professionnelles que j'ai des comités de pilotage qui nous permettent en fait de regarder en fait la pression de l'irrigation qu'il y a sur le territoire. Bon, alors en été principalement, pardon. Et du coup, on arrive à jongler entre la pression d'irrigation du territoire et les ressources qu'on peut avoir dans les lacs, alors principalement en montagne pour notre zone. Et de là, on arrive à calibrer et à éviter des ruptures en plein été avec des arrêtés préfectoraux qui tombent fin juillet, début août comme c'était autrefois. Et maintenant, en fait, on s'est professionnalisé dans ces comités de pilotage où volontairement, nous, monde agricole, nous proposons et nous mettons en place des tours d'eau généralement pour limiter la pression d'irrigation et des prélèvements d'eau sur la Dour entre autres, et c'est valable sur les autres bassins. Et comme ça fait quand même quelques années qu'on a plus beaucoup d'arrêtés préfectoraux. Je dirais pas qu'on en a plus, mais on en a beaucoup moins qu'avant et des interdictions totales. De mémoire, je pense que ça fait 5 ans qu'on n'en a pas eu. Et pourtant, on a des années passées où on a eu des étés quand même relativement très secs.
Et on s'est dit, nous en début de campagne, ça va être très compliqué. Et malgré tout, on a réussi à bien gérer. Après, on fait de la pédagogie. Alors, le mot de Sébastien est très bien. La pédagogie qu'on doit faire envers les agriculteurs aussi pour expliquer le changement de pratique, les économies d'eau. On fait des bulletins conseils en proposant, en expliquant aux agriculteurs que vu le stade de la culture en place, et alors on vise surtout le maïs, mais il n'y a pas que le maïs qui est irrigué, il y a aussi donc les légumes, il y a aussi le soja, le sorgho, enfin quasiment toutes les cultures de printemps sont irriguées. Et en fait, par ces conseils, on incite, on explique aux agriculteurs aussi que on peut lever le pied un peu, laisser passer un peu d'eau dans la rivière, fermer-nous les vannes des lacs pour aller un peu plus loin dans la saison, puisque les cultures n'ont pas forcément besoin d'irrigation au même moment. Le maïs, on va dire, c'est quasiment tout l'été, pour caricaturer un petit peu. Le soja, c'est plutôt en fin de cycle. Donc les besoins en eau sont à répartir sur tout l'été. Les légumes aussi, on est plutôt sur la fin de l'été pour notre zone. Donc en répartissant un petit peu mieux, on augmente l'efficience de l'eau et du coup on passe un peu mieux. Mais de là, malgré tous ces efforts, on voit quand même le changement climatique qui est là, avec des températures qui s'envolent très haut, des fois l'été. Donc on travaille sur un projet de territoire, notamment sur l'Adour et pas que, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors le premier axe, c'est économie d'eau. Donc j'en ai parlé, je pense un petit peu déjà. Donc on a déjà fait des efforts, on continue à en faire. Et après, derrière, le second enjeu, ça va être forcément, et je pense qu'on ne pourra pas y couper, faire de la création de ressources. Et alors sur les projets de territoire, il y a nous, professions agricoles, mais pas que. On se retrouve avec les associations environnementales, où des fois on se frictionne forcément, puisqu'on n'est pas toujours d'accord, mais on arrive à discuter, à échanger dans le calme et la construction, j'ai envie de dire. Et après, il y a les élus, les représentants de l'agence de l'eau qui sont autour de la table. Et là, ça fait 5 ans qu'on travaille sur ce projet-là. Et ça avance. On a fait le diagnostic, là, on l'a validé il n'y a pas très longtemps et on continue pour maintenant trouver les solutions. Donc là, c'est un travail de longue haleine. Ça prend beaucoup de temps. C'est ce qu'il faut expliquer aussi sur le terrain, que il y a des projets qui arrivent, mais ça prend un petit peu de temps, malheureusement. Alors on sent bien que la gestion de l'eau, c'est un des enjeux pour l'avenir futur. Hélène, comment tu vois à la fois l'évolution de ton métier, de l'agriculture et des productions, et finalement comment, à la fois en tant qu'agricultrice mais aussi en tant qu'administratrice, une coopérative comme Euralis peut répondre à ces enjeux et à ces défis? Alors Euralis a fait le choix de s'orienter sur des filières à valeur ajoutée qui viennent ramener du revenu en fait à ses adhérents. Il y a des filières qui sont installées depuis longtemps chez Euralis qui fonctionnent bien, les semences, les légumes, des productions animales, de la grande culture. Voilà. En même temps, le territoire d'Euralis est grand, de Bordeaux à Toulouse en passant par les Pyrénées. Du coup, on a des contraintes géographiques et pédoclimatiques très variées en fait sur ce territoire-là. On a des zones très différentes et pour finalement ramener du revenu à l'ensemble des adhérents, on se doit de trouver des filières qui vont bien, y compris dans des zones plus difficiles, dans des zones sèches, dans des zones de coteaux. Donc, à l'heure actuelle, en fait, il y a une réflexion pour essayer de trouver justement des filières qui s'adaptent sur ces zones-là, avec des initiatives qui ont été lancées. Je pense au kiwi, la filière légumineuse qui démarre cette année, des réflexions en cours sur des projets d'arboriculture. Voilà, le but, c'est vraiment de permettre aux adhérents de sortir leur épingle du jeu, quelle que soit leur zone. Et c'est donc faire plus du cousu humain, si je puis dire, que d'avoir une vision un peu très large des productions, puisqu'il y a des endroits, peut-être en zone de montagne ou ailleurs, où on peut pas faire tous ces types de production. Oui, tout à fait. Et j'allais dire aussi de s'adapter aux envies de chacun, en fait. Certains ont envie de transformer chez eux, d'autres non. Il y a l'industrie agroalimentaire, du coup, qui va répondre à ces gens-là. Et puis là, pareil, on peut sur les industries, on peut s'adresser
plutôt à du local, mais on peut aussi aller à l'international. En fait, c'est une forme d'agriculture plurielle qu'on défend chez Euralis finalement, pour essayer de répondre aux tendances du marché et aussi aux souhaits de nos adhérents et à leurs contraintes. Alors Sébastien, toi tu as fait le choix d'être un producteur d'énergie renouvelable. Déjà à titre personnel, pourquoi ce choix? Et ensuite pourquoi Euralis développe justement une activité d'énergie renouvelable? Alors oui, me concernant, ça fait bientôt 3 ans que j'ai investi dans le photovoltaïque. C'est un vieux rêve que j'avais qui s'est enfin exaucé, lié à des problèmes techniques qu'on a réussi à résoudre. C'était pour financer un bâtiment de stockage. Et aujourd'hui, on sait très bien que vu le coût des matières, il faut aujourd'hui que tout agriculteur se pose la question, même avec du bâti présent ou des dépendances, s'il peut mettre des panneaux photovoltaïques chez lui. Bon, premièrement, parce que ça amène de la valeur, une valeur diverse, mais et certainement après même une rente en tant que producteur. Ça permet aussi de rallier un petit peu le voisinage et la société civile avec nous, en montrant qu'en même temps qu'on nourrit, on peut aussi produire de l'énergie, parce qu'il sert aussi en même temps pas que pour nous, parce qu'on n'est pas forcément tous autoconsommateurs, on est aussi producteurs. Donc on renvoie dans le réseau. C'est pour moi, et surtout pour le conseil d'administration de Euralis, et c'est quand même une activité qui est forcément portée par notre président, qui en connaît beaucoup mieux que moi sur le sujet, c'est une filière d'avenir, on le sait tous. Et l'actualité géopolitique nous le montre aujourd'hui, la raréfaction des énergies fossiles, la complexité, et on sait très bien que l'électricité va continuer à augmenter. Donc l'énergie va faire partie d'une forte ambition du groupe, à partir déjà depuis qu'on a installé cette filiale énergie, mais elle va se décupler. Il faut absolument qu'on continue dans ce sens. Regardez aussi la méthanisation, qui est présente aussi sur les territoires. Pourquoi pas après, il va regarder, peut-être élaborer quelque chose de collectif. On a des réflexions également sur l'hydrogène. Voilà, on est en veille, on peut dire. Voilà, tout ce qui a accès à l'énergie, l'agriculteur ne doit pas louper le coche. Fait partie, à mon avis, d'une complémentarité. Demain, une exploitation produira, oui, des ressources alimentaires et produira aussi de l'énergie. C'est sûr et certain. Voilà. Donc, forte ambition chez Euralis, et on est très fiers de la mener dans ce sens-là. Alors, pour conclure cette émission, j'aimerais vous poser une question à la fois simple et compliquée. Alors, si on se revoit dans 10 ans, pour une nouvelle émission, si Olivier accepte que je l'anime à nouveau avec lui, ou autour d'un café, pour boire un café, vous estimerez que vous avez réussi votre rôle d'administratrice, d'administrateur, sous quelles conditions? Si vous avez réussi à mettre en place quelle action, quel changement de mentalité? Alors, c'est simple et complexe à la fois cette question, puisque 10 ans c'est loin, mais c'est court à la fois. Monde agricole, on fait une récolte par an, donc on est sur des temps longs sur nos exploitations. Et comme on l'a dit à tous les trois, en fait, on a des filières en cours de développement qui arrivent, démarrent à peine maintenant. Donc, et on essaye surtout, moi, à mon sens, personnellement, de développer, comme l'a dit Hélène, on a un territoire vaste et on essaye de s'adapter, donc comme tu l'as dit Olivier, du coût humain, d'adapter des contractuels, des productions contractualisées chez tous nos adhérents, quel que soit leur territoire. Alors c'est pas forcément simple à mettre en place comme ça, donc on y va petit à petit. Et je pense que si dans 10 ans, on a réussi à pousser sur chaque cours de ferme des contractuels à valeur ajoutée pour tout le monde, pour la ferme, pour Euralis, clairement, je pense qu'on aura réussi un gros pari, puisque au sein du conseil, on s'est donné comme objectif d'avoir 70% de contractuels au sein de la COP sur les exploitations. Alors certains diront que c'est pas assez, 70%, on n'est pas à 100%, mais déjà, si on arrive à 70%, je pense qu'on aura réussi une partie du pari, et ça nous donnera de l'air avec le maintien des exploitations et des exploitants sur nos territoires, puisque on est de moins en moins nombreux au niveau agricole, et malgré tout, il faut quand même qu'on produise. Enfin, on nous parle de souveraineté alimentaire
régulièrement depuis la guerre en Ukraine. Je pense que c'est un enjeu fort et on l'a vu que ça tend vite sur les matières premières. Donc il faut qu'on réponde à ça et qu'on préserve le monde agricole le plus possible. Sébastien ? Moi, j'ai tendance à dire que le Rallye dans 10 ans ou le Rallye 2030, il se construit maintenant. L'une des qualités que doit avoir un administrateur, c'est quand même son côté vision. Voilà. Donc, on travaille sur des filières aujourd'hui qui, avec le pas de temps qu'on connaît, aboutira d'ici plusieurs années. Donc, moi, d'abord, ma première satisfaction, c'est de savoir que ce qu'on réfléchit aujourd'hui seront les activités sereines et résilientes de demain. Ça, c'est l'une des premières satisfactions. La deuxième challenge qu'on va avoir, qu'on va avoir, ça sera, comme l'a dit Mathieu, le renouvellement des générations. Et je pense que vu les profils que nous voyons arriver un petit peu dans nos campagnes, nous allons devoir sacrément nous intéresser un peu à ce côté hybride que nous allons avoir au niveau des profils d'agriculteurs, ou des gens qui viennent peut-être d'un milieu urbain, ou des personnes qui quittent leur métier pour revenir sur un côté, comme ils appellent, naturel, simple. Et donc on va avoir des adhérents, et il faut qu'Euralis puisse prendre part là-dedans, aille séduire ce genre d'adhérents, car on va en avoir besoin. Ça sera avec des concepts différents que ce qu'on peut proposer aujourd'hui. Je parle certainement en dimensionnement des ateliers, par exemple, si on parle en animal, mais aussi en végétal. Donc il faut vraiment s'accaparer du sujet. On aura une agriculture plurielle, diversifiée, et certainement avec des gens qui vont arriver, qui vont nous éclairer à nous, qui sommes depuis des décennies et avoir repris des exploitations familiales. Ils vont avoir peut-être ce témoignage ou cet esprit différent, que certains ont eu des métiers aussi avant, qui ont une perception de l'agriculture qui sera peut-être contraire à la nôtre des fois, mais bon, on partage malgré tout. Donc voilà, donc l'enjeu, c'est effectivement l'autonomie alimentaire de demain, qui va produire, qui va cultiver les terrains, qui va élever nos animaux. Voilà, donc surtout ne pas oublier qu'il y a des profils qui vont arriver et aller les capter. Ouais, j'espère que dans 10 ans, on pourra dire qu'Euralis aura été une locomotive pour l'agriculture de son territoire. Une locomotive en termes de revenus pour ses adhérents, parce que ce qui est sûr, c'est que pour qu'il y ait des installations, il faut que les agriculteurs derrière gagnent leur vie. Ça, c'est une évidence. Mais j'espère aussi qu'on pourra dire qu'Euralis aura été la locomotive d'une agriculture, disons, plus respectueuse de l'environnement, ou qui s'est transformée, qui a su faire des progrès en fait, pour tenir compte vraiment de ces attentes sociétales et de nos attentes à nous aussi d'agriculteurs finalement, parce que c'est des choses qui sont importantes pour nous. Voilà. Après, finalement, ce pari-là, du côté revenu et économique, on y arrivera si on travaille tous ensemble. Mais pour ça, il faut, voilà, en fait, les salariés ont vraiment un rôle majeur à jouer là-dedans au niveau du conseil. Et si les salariés sont pas bien chez Euralis, et s'il n'y a pas une implication à la fois des adhérents et des salariés, on n'arrivera pas au projet auquel on espère arriver. Merci beaucoup. Je vous propose de nous retrouver avant 10 ans, si vous êtes d'accord. Merci donc Hélène, Sébastien, Mathieu et Sandrine. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle émission. Et retrouvez-nous sur les différentes plateformes de podcast du moment, Apple Podcast, Deezer, Spotify et Google Podcast.